Le 4 octobre 1958 naît par le biais d'une nouvelle constitution, la Ve République. Initiée par le général de Gaulle et ses collaborateurs, elle va complètement révolutionner le système politique français en mettant désormais le président sur le devant de la scène. La Constitution, qui est en quelque sorte le squelette français, va sur 89 articles donner la voie à suivre pour toutes les administrations, ainsi que globalement chaque citoyen français. C'est vraiment important de savoir cela pour comprendre pourquoi la présidence de la République ne peut aller au-delà de sa compétence donnée par la Constitution. Il faut raisonner à partir d'elle dans notre analyse pour savoir si effectivement les compétences attribuées par la Constitution sont favorables à l'action du chef d'État. Je préfère rompre le suspense tout de suite. Le président de la République française est un chef d'État doté de beaucoup de pouvoir. Il est par exemple plus puissant que le président des États-Unis, ou en tout cas il a plus de marge de manœuvre que lui. Dit comme ça, cela peut être assez surprenant, cependant c'est la réalité, tout simplement parce que la France est un État unitaire, c'est-à-dire que la France fonctionne avec un système de décentralisation et de déconcentration et ne possède qu'une organisation étatique, contrairement aux États-Unis qui sont comme indiqué, un rassemblement d'États sous un même drapeau, il y en a 50, ils gardent tous le pouvoir de s'administrer eux-mêmes, ils délèguent à l'État fédéral dirigé par un président les grandes questions. Rien que l'organisation du territoire français donne au président une possibilité d'action plus grande. Cependant, il faut quand même nuancer ses propos en revenant sur le principe de décentralisation et déconcentration. Même s'il n'y a qu'un gouvernement, un seul exécutif, son pouvoir est délégué. Il est en fait délégué au territoire pour une action efficace, et ce sont les préfets qui sont chargés de représenter le président et faire exécuter sa politique dans le cas de la déconcentration. La décentralisation, c'est un petit peu différent, puisque son principe est basé sur la libre administration. Pour illustrer ces propos, prenons par exemple les maires et les communes. Si l'on prend l'exemple du maire, le maire doit évidemment administrer pour l'État. Cependant, il garde la possibilité d'administrer son village comme il l'entend. Les maires peuvent être de plusieurs bords politiques différents et peuvent choisir la politique qu'ils vont appliquer. Les communes et les maires sont le meilleur exemple puisqu'ils incarnent la décentralisation et la déconcentration. La déconcentration parce qu'ils agissent pour l'État et doivent lui rendre des comptes, et la décentralisation car ils peuvent s'administrer eux-mêmes et ont une liberté d'action qui est très très grande. Ces deux principes minimisent donc l'action gouvernementale et la capacité d'action du gouvernement, mais si l'on revient un instant sur les États-Unis, évidemment le président français a plus de pouvoir et de champ d'action au sein de son propre territoire. Ça n'a rien à voir avec la puissance internationale, où là les États-Unis sont au-dessus de la France, on peut le dire. Outre tout ce que j'ai pu dire jusqu'ici, qui montre déjà que le président de la République française a beaucoup de pouvoir au sein même de son propre État, et beaucoup de liberté d'action et de mouvement, il convient maintenant de parler un petit peu de la loi. Comme vous le savez, en France, la loi est la même pour tous, c'est-à-dire que lorsqu'une loi passe au Parlement, elle va s'appliquer sur tout le territoire et tout le monde va devoir la suivre. Aux États-Unis, c'est complètement différent. Les États qui pratiquent encore la peine de mort aujourd'hui sont les exemples les plus criants. Pourquoi ? Tout simplement parce que les États d'à côté ne sont pas obligés de faire comme eux, et le président n'a pas son mot à dire. Par exemple, si Joe Biden ne veut pas de la peine de mort dans son pays, eh bien, il ne peut rien faire contre cela. Ce sont les États, les 50 États qui s'administrent eux-mêmes. Alors qu'en France, si le président veut abroger une loi, il peut faire un nouveau texte de loi et le passer par le Parlement pour l'abroger ou pour mettre en place une nouvelle loi, ça peut être très bien le cas comme la réforme des retraites, et cela va s'appliquer à tout le monde. Les territoires ne vont pas être indépendants les uns par rapport aux autres. Donc vous l'avez compris, la manière dont fonctionne l'État français et son organisation donne déjà beaucoup de pouvoir au président de la République. Maintenant que nous avons vu comment le territoire français était organisé et sur quels principes, il convient d'entrer dans les détails du pouvoir du président de la République. Beaucoup d'articles de la Constitution française avantagent le président de la République et lui offrent beaucoup de prérogatives. Tout d'abord, l'article 67 de la Constitution stipule que le président est un arbitre irresponsable. C'est-à-dire que dans le cadre de ses fonctions, le président de la République ne peut être jugé. Il est irresponsable par rapport à tout ce qu'il fait durant son mandat et paye uniquement ses actions devant le peuple lors de chaque élection. Il y a évidemment deux exceptions à cela. Si le président de la République commet un génocide, il y a l'article 68 de la Constitution qui stipule que le président de la République peut être démis entre guillemets de ses fonctions s'il vient à commettre une faute très grave envers la République. Il faut aussi ajouter à cela la responsabilité internationale de l'article 53, donc l'article 68 au sein de son propre État et l'article 53 à l'échelle internationale. Il y a bien sûr bien d'autres articles qui sont intéressants à évoquer, notamment dans le lien du président avec le Parlement. C'est le cas par exemple de l'article 12 qui permet au président de la République de dissoudre le Parlement. Il y a l'article 48 de la Constitution qui permet au président de la République de fixer l'ordre du jour à l'Assemblée. Sur un mois, il y a 2 semaines qui sont réservées aux textes gouvernementaux, donc les projets de loi, et seulement 1 semaine pour les propositions de loi réservées à l'opposition. Il y a donc, on le voit bien, une prééminence de l'exécutif
par rapport au Parlement, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat. Je pourrais aussi évoquer l'article 8 de la Constitution qui permet au président de la République de nommer ses ministres et de nommer le Premier ministre, qui est quand même un pouvoir important au sein de la 5ème République. Je pourrais aussi évoquer l'article 15 de la Constitution qui stipule que le président de la République est le chef des armées. Je pourrais aussi évoquer l'article 11 de la Constitution qui permet au président de la République de faire un référendum en contournant le Parlement et en s'adressant directement au peuple, donc dans une volonté de le plébisciter, comme le général de Gaulle a pu faire, mais dans son application, l'article 11 est bien plus compliqué que ça aujourd'hui, notamment avec le Conseil constitutionnel. Je pourrais aussi évoquer l'article 89 de la Constitution qui permet le référendum simple, qui permet aussi au président de la République et son Premier ministre d'en initier un. Et je pourrais évoquer peut-être le plus controversé des articles de tous, le 49.3 qui permet au président de la République, ou en tout cas au gouvernement, de faire passer au Parlement un projet de loi en force, sans passer par le vote. Donc, si on doit faire un petit peu un bilan de cette vidéo, oui, le président de la République a beaucoup de pouvoir en France. Cependant, il y a beaucoup de nuances à apporter, et cette vidéo serait trop longue pour évoquer toutes les nuances qu'il faut apporter pour un petit peu justifier tous ces propos et tout ce que j'ai pu évoquer jusqu'ici. On peut en effet croire que c'est simple et que le président a beaucoup de pouvoir et a beaucoup de marge de manœuvre, qu'il peut faire un peu ce qu'il veut, mais en France, même si le président a beaucoup de pouvoir grâce à la Constitution de 1958, eh bien, c'est bien plus complexe que ça, et on ne peut pas juste s'arrêter sur oui, le président est très puissant, etc. Il y a beaucoup de choses à apporter pour nuancer un petit peu les propos, et je pourrais potentiellement faire une vidéo, si ça vous intéresse, sur ces différents éléments, les pouvoirs du Parlement par exemple, pour contrer l'exécutif, ou la capacité et les pouvoirs que dispose le peuple pour eux-mêmes décider de leur avenir. La Constitution, c'est quelque chose de très complexe, donc je pourrais revenir sur d'autres vidéos pour un petit peu plus détailler les propos que j'ai pu évoquer dans cette vidéo. Mais oui, si on veut retenir quelque chose de cette vidéo, le président de la République française, dans nos démocraties modernes, est peut-être l'un des présidents les plus puissants de tous. La vidéo est sur le point de se terminer, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que normalement vous avez écouté toute la vidéo, alors j'espère que ça vous aura plu. J'essaierai de refaire ce genre de vidéo, j'ai vraiment essayé dans cette vidéo de détailler le maximum de choses en peu de temps, même si c'est un exercice difficile. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et surtout, portez-vous bien.